Jonas Haddad, bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai une triple chance. Tu es avocat, tu es coprésident de la Fondation Concorde et puis conseiller numérique au sein de la région Normandie, c'est bien ça? Exactement. Alors moi ma question c'est quels sont les points communs en fait entre ce métier d'avocat et celui d'être président d'un super think tank, celui de la Fondation Concorde? En fait d'abord le point commun c'est convaincre. C'est-à-dire que lorsque je suis avocat, moi j'essaie de convaincre dans l'intérêt de mes clients. Et effectivement, on s'efface en quelque sorte au profit de ses clients. Quand on est président d'un think tank, on va essayer de convaincre, mais dans l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on va définir avec des experts, des entrepreneurs, des gens que vous connaissez très bien, qu'est-ce qui est bon pour le pays. Et à ce moment-là, on va essayer de convaincre les pouvoirs publics d'adopter ces mesures-là. Et donc à la fin de la journée, en fait, j'ai passé ma journée à essayer de convaincre. Et ça, c'est un bonheur absolu. Parfois on réussit un peu moins bien. Mais je sais que le moteur, en tout cas, c'est une partie ça. Donc beaucoup d'ambition. Pour toi, l'ambition, c'est un gros mot ou pas? Ah, pas du tout. Honnêtement, je pense qu'en France, on serait même demandeur de davantage d'ambition. Il y a une citation du grand Nietzsche que j'adore et je ressors quasiment à toutes les sauces, c'est dire, si on veut faire danser le monde, il faut avoir une musique en soi. Si vous n'avez pas d'ambition, si vous n'avez pas quelque chose à transmettre, si vous ne pouvez pas donner quelque chose aux gens, qu'est-ce que vous allez leur apporter ? Et effectivement, parfois, c'est un peu malsain de parler d'ambition, alors que justement, je pense que c'est les ambitions, et même les ambitions parfois déchues, les échecs qui peuvent vous permettre d'avancer. Parce que si on n'a pas d'ambition, moi, je ne connais jamais personne qui a réussi sans avoir d'ambition. Si ces derniers temps, on voit quelques personnes, mais alors ils ont réussi de façon un peu biaisée. Et moi, je préfère quelqu'un qui est très ambitieux et qui réussit beaucoup que quelqu'un qui réussit en biaisant. Alors, la France, ton pays, est-ce que c'est une terre qui valorise vraiment le mérite? Alors, je pense que plus autant qu'avant. Pourquoi? Parce que je pense qu'avant, le fils d'ouvrier ou le fils d'une personne qui était d'une catégorie pas forcément sociale très élevée pouvait assez facilement y arriver. On est dans un pays magnifique, objectivement. Moi, je le dis. Le plus beau pays du monde, on le dit souvent. Ce que dit Tesson, c'est on est dans un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Et la réalité, c'est que l'école est gratuite, l'université est gratuite. Et je pense que la santé est quasi gratuite. La santé est quasi gratuite. Et le problème de la France par rapport aux autres pays, c'est que finalement, on peut toucher du doigt la réussite. Quelqu'un qui n'a pas les moyens peut se dire, moi aussi, je réussirai. Et la forme de frustration qui existe aujourd'hui dans ce pays, c'est que malgré le fait que tout ça soit gratuit, certains n'y arrivent pas. Alors que dans des pays dans lesquels c'est beaucoup plus cher, on a l'impression de plus de liberté. Et donc c'est ça qu'il faut restaurer. Les nouvelles techno, tu es presque né dedans. C'est quoi cet attrait pour les nouvelles techno? Alors les nouvelles technologies, je pense que c'est quelque chose qui va profondément révolutionner d'abord notre rapport au travail. C'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Et notre rapport aussi à la production. On a loupé en France un certain nombre de vagues. Tu parles de l'industrie par exemple? Je parle de l'industrie, je parle du Minitel qu'on croyait résister à Internet, je parle de la téléphonie dans laquelle on avait avant des personnes qui produisaient des téléphones en France et aujourd'hui on n'en a plus. En fait, les nouvelles technologies, c'est à chaque fois des nouvelles vagues que les pays développés peuvent prendre pour garder leur avantage. Et nous, ces derniers temps, en France, on n'a pas pris les vagues à chaque fois. Et donc, moi, mon objectif avec la Fondation, mais aussi dans les autres cénacles dans lesquels je travaille, c'est de dire l'économie aujourd'hui, ce sont des vagues. Prenons ces vagues-là de nouvelles technologies pour qu'à un moment, on se dise la France continue à être la 6e, 7e puissance économique. La France a d'incroyables talents. Pour toi, le talent, c'est quoi? Pour moi, le talent, c'est deux choses. D'abord, réussir à casser les lignes de temps en temps. Parce qu'en fait, on est tous ce que Muret appelait des mutins de panurge. C'est-à-dire qu'en gros, en quelque sorte, on croit qu'on est des rebelles, mais en réalité, on suit tous un petit peu le même chemin. Mais il faut être rebelle dans un sens où ça fait progresser l'intérêt général. Si la rébellion, c'est que individualiste, que cupide, alors dans ce cas, on devient un pirate. Et il ne faut pas qu'on soit un pays de mercenaires, comme il y a dans certains pays que des mercenaires. Et je pense que il faut, si tu veux, les gens qui ont beaucoup d'ambition, beaucoup de talent, aujourd'hui, parfois en France, sont coupés de ceux qui ne l'ont pas. Et je trouve que ce que tu as fait dans les différentes fonctions qui ont été les tiennes, mais aussi ce que vous faites actuellement, ça montre bien comment il ne manque pas grand-chose pour résorber ce fossé entre ceux qui sont très ambitieux et ceux qui pensent que l'ambition ne leur est plus réservée. Il faut transformer positivement, en fait. Il faut transformer positivement, et ton transformer positivement, je le découpe en deux. Il faut transformer, mais positivement. Parce que si tu ne fais que du positif, on est dans le pays des bisounours et on se fait écraser par les autres pays, et si tu ne fais que transformer, tu broies les gens. Et ils ne voient pas le positif de la transformation et ils disent plutôt on va se faire remplacer par les robots, par les nouvelles technologies ou par d'autres pays dans le monde. Jonas Haddad, merci beaucoup à toi. Merci à toi, Patrice.
Ravi d'accueillir Xavier Collot, président du directoire de Sienna Gestion. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. C'est vrai qu'on s'était rencontrés dans une autre région, parce que toi tu es originaire de Lorraine, mais on s'était rencontrés, si je ne me trompe pas, à Bourg-en-Bresse. Tout à fait. C'est ça? Aux rencontres du leadership. Voilà, tu es un leader. D'ailleurs, un leader, il sait se transformer, il sait bouger. En mars 2022, tu as quitté un groupe qui faisait combien? 2000 milliards 2000 milliards, oui. De gestion d'actifs? De gestion d'actifs. Bah, c'est incroyable. Et aujourd'hui, tu as décidé, tu as basculé, tu t'es métamorphosé pour devenir patron. Aujourd'hui, président du directoire d'un groupe qui fait déjà quand même 20 milliards d'actifs, donc c'est beau. Pourquoi ce challenge professionnel et j'allais presque dire personnel? Alors, un challenge effectivement conséquent. Quitter une entreprise qui gérait 2000 milliards, qui en gère 20 milliards, on était 6 000, on est 60. Donc, une volonté de retrouver une entreprise à taille humaine, de devenir chef d'entreprise. C'est bien de se satisfaire du travail des autres, mais à un moment donné, c'est bien d'incarner le travail et ce leadership qu'on peut imprégné dans une entreprise. Et effectivement, je suis chef d'entreprise avec toutes les vertus, les forces du chef d'entreprise, mais aussi ses faiblesses, bien entendu, à manager des équipes au quotidien, à gérer des encours. Et donc, un challenge professionnel nouveau pour moi. J'ai toujours été dans l'intra-entrepreneuriat dans mon ancien job, et là, je bascule dans l'entrepreneurship en première loge, donc c'est génial, et je m'accomplis pleinement. Donc, un choix délibéré d'aller vers plus petit, plus agile, plus à ma main. Et ça, on le sent. D'ailleurs, c'est un véritable projet de transformation de cette entreprise, non? Tout à fait. On a racheté une entreprise qui était Malakoff Humanity Gestion d'actifs, qu'on transforme à travers Sienna Investment Managers pour en faire une plateforme européenne de gestion d'actifs. Donc un vrai projet entrepreneurial. Un vrai projet entrepreneurial où on va lancer des nouvelles stratégies de produits auprès de nouvelles clientèles et donc mise en place d'une direction du développement, d'un marketing, d'une nouvelle approche, de nouveaux motos, une capacité d'embarquer aussi les éléments ESG et puis la nécessité aussi d'avoir de l'impact social, l'impact sur le E, la transition climat, tout ce qui est favorable aujourd'hui au financement de cette transition juste, cette transition qui va prendre du temps et qui va consommer des capitaux. Quand on parle de transition, je dirais plus même transformation, comment on incarne l'innovation au sein d'une entreprise comme la tienne? Alors, tu vas retrouver dans mes propos quelque chose sur lequel tu as beaucoup d'appétence. L'innovation, c'est à travers nos produits qui vont permettre de financer l'économie locale de nos entreprises sur nos territoires. Pourquoi? On réconcilie le besoin des investisseurs d'avoir du rendement, de positionner leurs actifs sur du long terme. Et nous allons financer ces entreprises sur le territoire à travers des actifs privés, que ce soit de la dette, du private equity et d'autres types de financement, et des actifs cotés. Et on est cette incarnation à travers des produits hybrides et innovants et qui vont permettre demain d'apporter dans l'épargne long terme, dans l'épargne pour la retraite, un rendement supplémentaire avec moins de volatilité et de la finance utile à nos territoires, à nos entreprises. C'est ça qui est fondamental. Alors, ton rôle, il a changé. Aujourd'hui, tu es patron. Comment il a évolué? Alors, du jour au lendemain, tu deviens mandataire social, tu gères un CSE, tu gères énormément de sujets. J'ai toujours été très opérationnel dans mon précédent job. Je reste très opérationnel, mais dans une petite entreprise, il faut savoir tout faire. Il faut savoir être patron, il faut savoir être présent auprès des collaborateurs et des collègues pour les soutenir. Il faut aussi être le coach quotidien de l'ensemble du corps social de l'entreprise. Et puis, il faut être là pour les clients. Il faut créer. C'est un peu être homme orchestre, non? Je suis homme orchestre, effectivement. Et là, c'est important, parce que le patron, il incarne l'entreprise à sa trajectoire de transformation et de développement. Transformation, développement, talent. Pour toi, un talent, c'est quoi? Talent, c'est savoir entraîner ses équipes vers un objectif commun, qui est le développement de l'entreprise. Et à travers ça, l'ensemble du corps social adhère lorsque la trajectoire est claire et est fixe. Et elle permet à chacun, je dirais, de s'incarner dans cet objectif commun. Mais dans ce nouveau challenge, on te souhaite tout le meilleur, mon cher Xavier. Merci beaucoup. Merci, Patrice, d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à toi. C'est parti avec Johanna Chemouni, fondatrice d'une entreprise, d'une deuxième entreprise. C'est ça. Dis-nous tout. La première donc s'appelle Diversidé. Effectivement, c'est... Parce que les idées sont diverses? Exactement. On est champion de la diversité et puis notre truc, c'est les idées. C'était vraiment le point de départ, c'était l'envie de créer une entreprise un peu hybride entre l'agence de communication, parce que c'est l'univers duquel je viens, et le cabinet RH. Parce qu'en matière de diversité, d'inclusion, de lutte contre les discriminations, mon sentiment, mon intuition, c'était de dire que si on veut faire changer les choses,
le fond est aussi important que la forme. Et ça, tu l'as ressenti quand tu étais salarié, toi? Oui, parce que j'avais le sentiment que d'un côté, dans les agences, on fait des très belles choses, mais on manque parfois un peu de fond, d'expertise. Ouais. Et puis les cabinets RH, si je caricature un peu, peuvent faire des choses, pour le coup, assez solides, mais qui ne donnent pas forcément autant envie qu'on voudrait pour embarquer. C'est ça. Et à un moment, dans ta vie, il y a eu mentalement une bascule. Alors, pas que mentalement, en fait, il y a un sujet qui s'est un peu imposé à moi. Comment ça s'est passé, ça? Alors, en fait, diversité, on travaille sur tous les champs de la diversité. Ouais. C'est-à-dire la mixité, l'orientation sexuelle, le fait religieux, le handicap, etc. Et ma limite, c'était que je ne touchais pas du tout à la question du recrutement, qui était vraiment, pour moi, quelque chose qui ne faisait pas partie de mon domaine de compétences. Et puis, je suis tombée malade. Et à ce moment-là, en fait, j'étais confrontée à tout un univers qui était qui m'était familier professionnellement, la question du handicap, mais pas du tout dans la sphère personnelle. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais confrontée à quelque chose que j'avais beaucoup théorisé sans le mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il y a des moments de la vie où professionnellement, on a des remises en question qui viennent d'autre chose que la trajectoire professionnelle, que le rebondissement, la mobilité, etc. Et du coup, j'ai commencé à écrire un programme qui s'appelle Pépite Emploi, qui est l'idée de travailler sur le storytelling pour réconcilier les différentes facettes de sa vie professionnelle, personnelle. Et l'idée, c'est d'accompagner en fait des personnes en situation de handicap, les ramener vers l'emploi grâce au pitch. C'est ça, les pitchs. Alors, comment peut-on créer aujourd'hui de la valeur sur des sujets d'engagement, de transformation culturelle? Déjà parce que nous, ce qu'on rappelle aux entreprises avec lesquelles on travaille, je dis nous parce que j'ai un associé dans cette structure, c'est que ce qui est fondamental, c'est qu'on n'est absolument pas un sujet périphérique. On n'est pas une association et on n'est pas un sujet périphérique. S'ils nous sollicitent, c'est parce qu'ils ont besoin de compétences, qu'ils recherchent de la performance. Et nous, on ne peut travailler que si on répond à ce cahier des charges. On ne recrute jamais du handicap, on recrute d'abord des personnes avec les compétences et puis l'envie et puis tout le matching nécessaire. C'est ça. Alors, aujourd'hui, Pépite Emploi, vous accueillez combien de personnes? Donc, on est une petite entreprise, oui. On a une équipe de 5 personnes. Et ensuite, nous, on coach un peu plus d'une centaine de personnes chaque année. La promesse, c'est que pour rejoindre le programme, ça veut dire qu'on a un projet à proposer à la personne. C'est-à-dire qu'on a identifié préalablement, il y a des entreprises qui nous sollicitent avec un besoin, et on va chercher des candidats avec un projet, ils rentrent dans ce dispositif et ils pitchent. C'est la mise en relation un petit peu, non? Oui, tout à fait. Avec un trait d'union qui est vraiment le travail sur le storytelling. Et on se rend compte que par l'oralité, il y a plein de choses qui se mettent en place. Puis après, évidemment, on est aussi des experts du handicap, donc on sait travailler sur tout ce qui est relatif à l'intégration, maintien dans l'emploi, etc. Mais en fait, c'est redonner la dignité aux gens, non? Oui, et puis un peu de... Nous, on parle vraiment de valorisation professionnelle. Oui, c'est se dire que finalement, ce que toi, tu mets en lumière, c'est souvent des success stories, mais si personne ne les raconte, elles n'existent pas. Donc nous, on leur donne finalement une tribune pour les raconter. C'est ça. Alors, autour de toi, parce que tu as une expérience de salarié, une expérience aujourd'hui d'entrepreneur, c'est merveilleux, tu as des talents autour de toi. Pour toi, face à la caméra ici, un talent, c'est quoi? Un talent, typiquement, je dirais que c'est un peu ce que tu es en train de faire, c'est de donner de l'attention aux autres, de les écouter, et puis en les écoutant, de se remettre en question en se disant, tiens, j'ai peut-être encore plein de choses à apprendre au travers des autres. Mais vous voyez, Johanna, c'est ça. Merci beaucoup à toi. Merci Patrice.